You could do things with a dead woman you couldn't even dream of doing with a live woman. You know, why you doing that? And I really didn't have an answer for her other than I'm killing you, you know. Un meurtrier sexuel en série qui sévit à Bâton Rouge en Louisiane pendant une dizaine d'années et qui garde des parties de corps de ses victimes en guise de trophée. C'est l'affaire que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Sean Vincent Gillis est né le 24 juin 1962 à Bâton Rouge, en Louisiane. Il est le fils unique d'Yvonne et de Norman Gillis. Il n'a pas eu une enfance heureuse. Son père était un homme alcoolique qui multipliait les internements en structures spécialisées. On lui connaît 19 séjours en établissement psychiatrique. On nous rapporte également qu'un jour, alors que Sean était très jeune, Norman le menacera avec une arme à feu en mettant le pistolet contre sa tête et en revendiquant la volonté de tuer son fils ainsi que sa femme. Il sera finalement réinterné et prendra la décision d'abandonner sa famille dans les années qui suivront. Sean Gillis a donc été élevé par sa mère et ses grands-parents qui occupaient un rôle important dans sa vie, Yvonne étant contrainte de travailler à plein temps pour une chaîne de télévision locale afin de subvenir à leurs besoins. L'éducation et la religion étant primordiales pour elle, Gillis sera scolarisé dans une école paroissiale dans laquelle il obtiendra des notes moyennes. À l'adolescence, bien que très peu populaire et traînant une image de garçon bizarre, il est plutôt intégré, du moins toujours accompagné de deux bons amis avec lesquels il passe le plus clair de son temps, échangeant avec eux au sujet de ses goûts musicaux ou encore de Star Trek. Plusieurs personnes feront cependant état d'une personnalité explosive, le jeune Gillis pouvant faire preuve de crises de rage et de colère. Un témoin du voisinage, Caroline Clay, nous rapportera avoir par exemple pu observer Sean une nuit aux alentours de 3 heures du matin dans son jardin en train de frapper furieusement des sacs poubelles. Son casier judiciaire a commencé à se remplir dès 1980 alors que Sean n'est âgé que de 17 ans. Il sera arrêté pour des contraventions, pour conduite en état d'ivresse, pour possession de marijuana et pour outrage au tribunal. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Gillis entre dans la vie active mais se découvre en parallèle un intérêt grandissant pour la pornographie. À l'époque, il vit encore avec sa mère et ce sera le cas jusqu'en 1992 quand Yvonne acceptera une offre d'emploi sur Atlanta et que Sean refusera de la suivre. Pour la première fois de sa vie, alors âgé de 30 ans, Gillis se retrouvera seul. Elle continuera de lui envoyer de l'argent pour l'aider à vivre, mais ce dernier nourrira, semble-t-il, une certaine rancœur à son égard pour l'avoir laissé. Plusieurs voisins rapporteront l'avoir aperçu ou entendu hurler certaines nuits maudissant sa mère d'être partie. Peu à peu, l'obsession de Sean pour la pornographie s'accentuera jusqu'à le pousser à visionner du contenu nécrophile et à ne plus pouvoir honorer ses obligations professionnelles. À côté de cela, il sera surpris en plein acte de voyeurisme à la fenêtre de chambre d'une jeune femme du voisinage. Le 21 mars 1994, durant la nuit, Sean Gillis s'introduit dans la résidence St. James Place, une maison de retraite de Bâton Rouge située juste en face du lieu où il travaillait. C'est vers 3 heures du matin qu'il entre dans la chambre 167 où est assoupie Anne Bryan, une résidente de 81 ans. Selon ses dires, il pénétrait initialement dans la pièce avec uniquement l'intention de la violer, mais la victime, prenant peur, s'est mise à crier.
Pour la faire taire, Gillis la poignarde alors frénétiquement, lui assénant plus de 50 coups de couteau avec sa lame de 30 cm de long. Les coups seront essentiellement portés au niveau de la tête d'Anne, de sa poitrine et de ses parties génitales et seront tellement concentrés que le corps de la victime sera pratiquement décapité sur le coup. Gillis le laissera sur place, près du lit, ensanglanté. Le meurtre restera non résolu pendant 10 ans. À peu près à la même période, Sean Gillis rencontre par l'intermédiaire d'un ami une femme nommée Terry Lemoyne, une maman célibataire de 36 ans qui était manager dans une épicerie et travaillait de nuit. Ils ont des passe-temps similaires et se lient rapidement d'amitié. Terry aidera même Sean à décrocher un job au magasin où elle travaillait. Elle le qualifiera de type ringard, mais surtout de quelqu'un de sûr, soulignant son côté gentil et attentionné. Leur relation évolue et rapidement ils assument leur couple et emménagent ensemble dans la maison de la mère de Sean, un pavillon situé dans un quartier de la classe moyenne à environ 1,5 km du lieu de son premier crime. Terry souhaitera tout de même s'assurer qu'elle était accompagnée d'un homme respectueux et en qui elle pouvait placer toute sa confiance. Elle déclare au sujet de cette période : « J'ai commencé à me disputer un soir, et je l'ai giflé exprès pour voir quelle serait sa réaction. Il a tapé du pied et m'a dit « Les garçons ne sont pas censés frapper les filles, et les filles ne sont pas censées frapper les garçons. C'est comme ça. » Alors je me suis dit que j'étais en sécurité. La pauvre femme ignorait à ce moment précis qu'elle vivait avec un violeur et un meurtrier. En parallèle, Terry est troublée par le manque d'intérêt sexuel de son conjoint et pensera qu'il y avait un souci avec elle. En réalité, Gillis, dont l'obsession pour la pornographie nécrophile ne fait que s'accroître, sort la nuit durant les horaires de travail de sa compagne afin de repérer et de s'en prendre à ses victimes. C'est le 4 janvier 1999, après une période d'accalmie de 5 ans, que Sean Gillis récidive. La nuit tombée, il fait monter dans sa voiture Catherine Ann Hall, 29 ans, ancienne travailleuse du sexe et toxicomane. Il la maîtrise, place un serre-câble autoglissant en plastique autour de son cou et l'étrangle, après quoi il la poignarde au niveau de la gorge et de l'œil gauche. Après cela, Gillis violera la victime inerte. On retrouvera son corps nu et mutilé quelques jours plus tard, allongé à terre près de la route Ushutu, sous un panneau cul-de-sac. C'est plus de 3 mois plus tard que Gillis commet son 3e meurtre. En effet, le 30 mai 1999, au matin, vers 5h30, il décide de s'en prendre à Hardy Schmidt, une femme de 52 ans, mère de 3 enfants et fervente coureuse ayant déjà participé au marathon de Boston. Elle faisait son jogging sur Quail Run Drive quand il la renverse avec sa voiture et la fait tomber dans un fossé sur le bord de la route. Il est alors sorti du véhicule, a placé un serre-câble autour du cou de Schmidt et a commencé à l'étrangler tout en l'obligeant à monter avec lui. Il l'emmène alors dans un parc près de Highland Road pour la tuer et abuser d'elle. Après avoir également mutilé son corps avec un couteau, il la charge dans le coffre de sa Chevy Cavalier blanche et la laissera là jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse le lendemain. On retrouvera finalement le corps tout près de l'autoroute 61 reliant le Minnesota à la Nouvelle-Orléans. Près de 6 mois plus tard, le 12 novembre 1999, il s'en prend à Joyce Williams, une femme de 36 ans qu'il fait monter dans sa voiture à Scotlandville. Il confiera au sujet de ce soir-là : « Elle regardait par-dessus le pont et elle m'a dit : « Si c'était quelqu'un d'autre, je serais en train de paniquer, mais vous avez l'air d'un bon gars. » Williams n'avait malheureusement pas conscience de la personne avec laquelle elle était. En réalité, Gillis l'étrangle et la viole dans un champ de canne à sucre près de Port Allen. Il décidera ensuite de ramener le corps chez lui afin de le mutiler sur le sol de sa cuisine en sectionnant les jambes de la victime. Pretty much brought her back home from there to my house. She had beautiful legs. One thing that I recalled about her, and I wanted to keep those legs. I like a good set of gams, you know, a good set of legs. Looking at it, just the curvature of it, it's beautiful. Good, you know, notwithstanding, it was cut off of a person. Sean Gillis se serait également livré à des actes de cannibalisme sur le corps de sa victime avant de s'en débarrasser dans la paroisse d'Iberville. On retrouvera les restes de Joyce Williams le 22 janvier 2000. Durant ce même mois, il s'en prend à Lillian Robinson, 52 ans.
Il la tue également par strangulation à l'aide d'un cercable autoglissant et la ramène à son domicile avec pour objectif de la démembrer. Cependant, il ne pourra pas mener son plan à bien, sa petite amie Terry Lemoine étant sur la fin de son service et s'apprêtant donc à rentrer. C'est finalement un pêcheur qui a trouvé le corps nu de Robinson à peu près un mois plus tard, le 10 février 2000, dans le bassin de Chafalaya, le nom de l'Interstate 10. En un an, Sean Gillis avait donc assassiné pas moins de 4 femmes et avait déjà fait 5 victimes. Le 30 octobre suivant, il s'attaquera à Marilyn Nevels, une travailleuse du sexe de 38 ans. On sait qu'il lui donnera 10 $ en échange de ses services et la fera monter dans son véhicule avant de la tuer. Il prendra également une douche à son domicile avec le corps de cette dernière. Il se débarrassera de la victime en l'abandonnant à peine 5 km de sa maison. Elle sera découverte courant novembre de la même année sur la digue du fleuve Mississippi au sud de Benner Road. Son parcours meurtrier ne s'arrête pas là puisque le 9 octobre 2003, Sean Gillis conduit son ami de longue date Johnny Mae Williams dans un endroit isolé où il la bat, l'étrangle et abuse d'elle, puis la fait poser dans diverses positions pour la photographier. Il finira par mutiler son corps, cette fois-ci en lui coupant les mains à l'aide d'un couteau avant de les mettre dans une boîte pour les ramener chez lui dans le but de les conserver et de lui mettre du vernis à ongles. Williams était une femme divorcée de 45 ans, maman de 3 enfants, travailleuse du sexe également et toxicomane, consommatrice régulière de crack. Son corps sans main sera retrouvé dans un bois le 11 octobre, soit 2 jours après sa disparition. Ce sera le 26 février 2004 que Sean Gillis commettra son dernier meurtre. Donna Bennett Johnston, une femme âgée de 43 ans, maman, prostituée et toxicomane également, était ivre dans la rue cette nuit-là. Il n'a, selon l'auteur, pas été difficile de la faire monter à bord de la voiture. Après l'avoir conduite dans un endroit proche de son domicile, Gillis lui a passé un cercable autour du cou et l'a étranglée comme les autres. À nouveau, il abusera d'elle et prendra pas moins de 42 photos de son corps nu qu'il fera poser dans le coffre de sa voiture. Après sa mort, Gillis la mutile. Il a tailladé ses seins et découpé son mamelon gauche, a prélevé une partie de sa cuisse droite en découpant un tatouage, pour finir par sectionner son bras gauche au niveau du coude. Il emportera le bras avec lui et aurait ensuite utilisé la main de la victime afin de se masturber. Des habitants du quartier à la recherche d'un chien perdu tomberont sur son corps le 27 février, soit le lendemain, dans un canal de drainage près de Benner Road, encore une fois. Le fils aîné de la victime, Justin, dira que c'était pour la drogue que sa mère était sortie ce soir-là et partagera son ressenti au moment de l'annonce de ce qui était arrivé à sa mère alors qu'il jouait au basket avec son petit frère. Tous les sons de la pièce ont disparu. Il n'y a rien de comparable à entendre ces mots. Le jeune homme déclarera au sujet de Johnston « C'était une bonne mère. Elle avait juste un problème. Pour moi, c'était une personne formidable. Je me souviens qu'elle m'appelait le soir, à l'improviste, pour me dire qu'elle m'aimait. » Au total, Sean Gillis aura donc fait 8 victimes entre mars 1994 et février 2004. On nous a rapporté qu'un matin, quand Gillis est venu chercher Terry Lemoine, sa compagne de l'époque, au travail, il y avait une odeur pestilentielle dans la voiture. Elle a bien entendu questionner et il lui aurait alors répondu qu'il avait heurté un animal en allant la chercher et qu'il devait encore rester du sang sur la voiture, d'où la mauvaise odeur. Terry lui demandera de laver le véhicule et ne se posera pas davantage de questions à ce sujet, mais le soupçonnait d'être infidèle dû à ses nombreux déplacements nocturnes. L'enquête sur ces meurtres est une tâche particulièrement ardue pour les forces de l'ordre qui font face à cette époque à une vague de crimes. En effet, 2 tueurs en série sévissent en même temps et dans la même ville. Le second meurtrier, Derek Toddley, a fait 7 victimes entre 1992 et 2003. Il sera appréhendé le 27 mai de cette même année, c'est pourquoi Gillis sera surnommé par la presse « l'autre tueur de bâton rouge ». On apprendra d'ailleurs que Gillis suivait le parcours criminel de celui qu'il considérait comme son rival, allant jusqu'à créer un fichier sur le disque dur de son ordinateur lui étant dédié. Concernant notre affaire du jour, les forces de l'ordre n'avaient aucune piste. Même si des corps avaient été retrouvés, il n'y avait ni arme du crime, ni témoin.
Le seul élément que les policiers avaient en leur possession était de l'ADN sur certaines scènes de crime, mais aucune correspondance n'avait pu être établie. L'élément qui changera la donne sera une trace de pneu laissée dans la boue en avril 2004 près du corps de Donna Bennett Johnston. La police scientifique de l'État de Louisiane a alors figé l'indice et a réalisé un moulage. Suite à ce processus, on a pu déterminer la marque en question. Les autorités locales ont donc travaillé en collaboration avec des ingénieurs de la Goodyear Tire Company afin de déterminer avec exactitude le type de pneus et le modèle concerné. On a établi une liste des personnes ayant acheté ces pneus en particulier à Bâton Rouge. Par chance, seuls 200 achats de ce modèle ont été effectués dans la région. On contactera donc chaque acheteur et réalisera des prélèvements ADN sur chacun d'entre eux. L'échantillon prélevé sur Gillis se révélera correspondre à celui trouvé sur Catherine Hall, Johnny Mae Williams et Donna Bennett Johnston. Sean Gillis était alors le 26e sur la liste des enquêteurs. On obtient donc un mandat de perquisition et on arrête Gillis le 29 avril 2004. Une équipe spéciale se rendra à son domicile au 545 Bergin Avenue à Bâton Rouge vers 1h20 du matin. Terry raconte au sujet de cette nuit-là. Ils ont fait irruption par la porte, ont défoncé les portes de toutes les pièces de la maison, ont jeté une bombe fumigène, et une bande de policiers est entrée et a arrêté Sean. J'ai tout de suite exigé de savoir ce qu'il se passait, et ils m'ont dit « Vous ne savez pas que vous vivez avec un tueur en série ?» Chez lui, la police a saisi divers objets, comme par exemple 8 différentes scies, plusieurs couteaux, une machette, des serre-câbles en plastique, ainsi que des disques durs externes. On a également trouvé des documents nécrophiles ainsi que de nombreuses photos de corps mutilés, dont celle de Johnston et de Johnny Mae Williams. Gillis a rapidement avoué, expliquant aux agents comment il utilisait une combinaison de charme et d'argent pour attirer ses victimes dans son véhicule. Il se décrit lui-même comme un tueur opportuniste profitant du moment où l'occasion se présentait. Cependant, on sait que Gillis était bien plus méticuleux et organisé qu'il le prétendait. Vous n'allez pas vous débarrasser d'un corps s'il va laisser des traces. Il est préférable de le faire avant qu'il pleuve. Ça lave les preuves sur la victime et les preuves autour de la scène de crime. Gillis reconnaîtra que l'odeur que sa petite amie avait sentie était en fait le corps d'une de ses victimes encore dans le coffre et avouera avoir conservé différentes parties de ces femmes chez lui comme souvenirs stimulants et trophées. Les enquêteurs ont rapporté qu'il pouvait rire et plaisanter en décrivant les démembrements ou encore les actes de cannibalisme ou de nécrophilie qu'il avait fait subir au corps de ses victimes. Le Moyne, qui n'était officiellement toujours pas au courant des crimes de son conjoint, ira le voir le lendemain du premier entretien pour obtenir des réponses. Elle lui dira et nous raconte « Look at me and tell me, is everything they're telling me about you true? I said, did you do the things that they said? Did you kill all those women? And he looked at me, shrugged his shoulders, and said, sorry, honey bunny. And that's when I just set the phone down and turned around and walked out. Lors d'une interview avec la presse, Le Moyne déclarera « Ne pensez jamais que vous savez tout sur quelqu'un. Jamais. » On ne peut qu'imaginer le sentiment de trahison et de grande détresse ainsi que les conséquences dramatiques que ce vécu a pu avoir sur sa vie, sa confiance envers autrui et sa vision du monde, sans doute extrêmement sombre et insécurisante. Dans le cas de Sean Gillis, on parle de meurtre sexuel parce qu'on relève plusieurs marqueurs significatifs. Les victimes sont retrouvées partiellement voire totalement nues, il y a exposition des parties génitales, il y a eu rapport sexuel ainsi que des fantaisies sexuelles sadiques comme des mutilations. D'autre part, on sait qu'aux États-Unis, 60% des tueurs en série sont des meurtriers sexuels, mais que les tueurs sexuels en série ne représentent qu'une faible proportion des meurtriers sexuels. En ce qui concerne les passages à l'acte de Gillis, on observe une gradation avec l'apparition de mutilations multiples, voire de démembrements et parfois d'actes anthropophages. Cette escalade progressive dans les fantaisies vers un niveau de violence supérieur a été expliquée par certains auteurs comme découlant d'un processus d'habituation. Ce dernier intervient quand la répétition engendre une réponse moindre d'excitation et de plaisir, ce qui pousse l'auteur vers des stimuli plus intenses afin de maintenir le niveau d'excitation initial.
De plus, on sait que la pornographie est un facteur facilitant et désensibilisant concernant les stimuli déviants. Par ailleurs, Yvonne, la mère de Sean Gillis, décrira son fils comme un enfant bien élevé et équilibré. Elle dira à son sujet « J'avais l'habitude de l'appeler mon petit ange aux yeux bleus. C'est la personne que j'aimais le plus au monde. » On peut cependant s'interroger sur la relation que l'auteur entretenait avec sa mère, du moins sur les fantasmes incestueux qui l'habiteront à l'âge adulte et jusqu'à son incarcération. Did you ever think about having sex with her? Yes, of course. She was not an unattractive woman. I don't know if you see her in the mirror now. I thought if she passed away, y'all would find me in bed with her. Gillis expliquera avoir commencé à tuer à cause du stress et justifiera les 5 années d'accalmie en disant qu'il n'était pas passé à l'acte parce qu'il était heureux à cette époque. On apprendra que ce qui lui plaisait vraiment était le fait de pouvoir profiter, disposer des corps post-mortem comme il l'entendait. Il déclarera d'ailleurs à ce sujet particulièrement aimer jouer avec les mains de ses victimes. Le procureur qualifiera Gillis de tueur, calculateur et rusé, aussi narcissique et égocentrique, le comparant à Ted Bundy. Gillis parlera lui-même de son envie irrépressible de passer à l'acte, pouvant parfois se montrer contradictoire. « Je suis désolé d'avoir blessé des gens, mais je le referai. Si vous me laissez sortir dans la rue, je trouverai quelqu'un avant le coucher du soleil. Si quelque chose ressort de ma vie inutile, aidez les petites filles d'aujourd'hui à ne pas être les cadavres prématurés de demain. » Gillis déclarera qu'il ne comprenait pas vraiment pourquoi il mutilait sexuellement ses victimes et qu'il ne savait pas ce qui n'allait pas chez lui. Il dira pour éclaircir ses actes « Oui, je sais distinguer le bien du mal aussi bien que vous, mais il y a certains moments où c'est flou, et c'est pas comme si je ne le savais plus. C'est comme si ça n'avait plus d'importance. C'est mon univers. J'étais le mal absolu cette nuit-là. Pas d'amour, pas de compassion, pas de foi, pas de pitié, pas d'espoir. » Pendant la période où Gillis était incarcéré en attendant son procès, il a entretenu un échange épistolaire avec Tammy Purpera, une amie de Donna Johnston. Dans ses lettres, Gillis décrit le meurtre et tente d'expliquer son geste. « Votre amie est morte rapidement. Elle était si loin cette nuit-là que je pense vraiment qu'elle ne savait même pas ce qui lui arrivait. Elle était tellement ivre qu'il ne lui a fallu qu'1 minute et demie pour succomber à l'inconscience, puis à la mort. Honnêtement, ses derniers mots ont été « Je ne peux pas respirer ». Je m'interroge toujours sur le démembrement et le découpage post-mortem. Il doit y avoir quelque chose de profond dans mon subconscient qui a vraiment besoin de ce genre d'action macabre. Sean Gillis a un profil intéressant parce qu'il questionne ce que les profilers du FBI avaient l'habitude de constater. Il sortait des profils dits typiques de tueurs en série sur plusieurs points. Tout d'abord, il est rare de constater une telle période d'accalmie après un premier passage à l'acte. Et d'autre part, les victimes n'avaient pas réellement de profil type et l'écart d'âge était très impressionnant, allant de 29 à 82 ans. Certaines étaient plutôt jeunes, tandis que d'autres beaucoup plus âgées. Certaines avaient la peau blanche, tandis que d'autres étaient afro-américaines. La plupart étaient des prostituées, consommatrices, venant de quartiers défavorisés, mais certaines n'étaient ni droguées, ni prostituées, et Hardy Schmidt résidait dans un quartier aisé. Il n'a pas non plus mutilé toutes ses victimes de la même façon. Enfin, les tueurs en série s'en prennent rarement à des victimes dont ils sont proches. Or, dans le cas de Gillis, on voit qu'il s'attaque majoritairement à des femmes qui lui sont inconnues, mais il tuera aussi Johnny Mae Williams, qui était son amie depuis une dizaine d'années au moment du meurtre. Gillis ne dérogera cependant pas à la tendance connue des agresseurs de commettre leur premier crime dans un territoire connu qui est à proximité de leur lieu d'habitation ou d'activités routinières comme leur lieu de travail par exemple. En effet, comme précisé précédemment, la résidence de sa première victime se situait juste en face de la boutique où il travaillait. La question de la santé mentale de Gillis ainsi que de la responsabilité pénale a bien entendu été posée. On s'est demandé si la clé de ses déviances se trouvait dans son enfance ou encore s'il avait hérité des pathologies mentales de son père. Cependant, aucun élément probant n'est ressorti. Je n'ai aucun diagnostic à vous partager parce que je n'ai trouvé aucune donnée à ce sujet. Gillis sera déclaré pénalement responsable de ses actes.
Sean Gillis sera d'abord inculpé pour les meurtres au premier degré de Catherine Hall, Johnny Mae Williams et de Donna Bennett Johnston. Il a été jugé pour ces crimes le 21 juillet 2008 et a été condamné à une peine de prison à perpétuité incompressible. Il avouera également sans grande contrainte les 5 meurtres restants. À ce jour, il a été condamné pour 7 des 8 meurtres. La police tente toujours de rassembler davantage de preuves pour l'inculper dans l'affaire Lillian Robinson. Lauren Williams, fille de Johnny Mae Williams, la 7e victime de Gillis, a communiqué avec le meurtrier de sa mère pendant une courte pause alors qu'elle était à la barre durant le procès. Elle déclare « Je l'ai regardé et lui ai demandé pourquoi. Il ne pouvait pas répondre. Il a fait son épaule comme ça et a dit qu'il était désolé. Je ne pense pas qu'il soit désolé. Il est juste désolé d'être là. » Depuis son incarcération, Gillis a exprimé des remords à de multiples reprises. Il est toujours en vie actuellement et se trouve au pénitencier d'État de Louisiane, une prison de sécurité maximale surnommée l'Alcatraz du Sud. Terry Lemoine déclarera au sujet de son ex-conjoint « The Sean I knew is dead. I don't know this person that's in prison. Voilà, j'espère très sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un like, commenter mon travail et t'abonner en activant la cloche. Tu peux aussi partager un maximum, ce qui m'aiderait énormément. Moi je te dis à très bientôt pour un nouveau profil. Prends soin de toi. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying.